merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole après les illustres prédécesseurs. C'est assez impressionnant pour moi. Et heureusement, j'ai des habitudes de complicité avec certains d'entre vous qui me permettent de mesurer, de contrôler mon trac. Je crois que tenir aujourd'hui cette rencontre au Collège de France, qui a été rappelé tout à l'heure, qui est un grand établissement d'enseignement et de recherche, ouvert à tous, gratuitement, librement, qui dispense des cours non diplômants et de haut niveau, est un beau symbole et une belle opération des organisateurs que je tiens à saluer. Ici, l'interdisciplinarité est la règle. Ici se trouve ce qui fait l'humanité, la capacité de l'homme à apprendre, à progresser par l'esprit scientifique partagé. Alors, au fil des interventions, j'ai compris que c'est une nécessité vitale pour le développement de la France, donc je ne le redirai pas à chaque fois, mais j'ai bien intégré ça. C'est rentré. C'est donc un lieu inspirant pour réfléchir et développer un plan de soutien à la diffusion, je dirais même à l'infusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Et pour cela, je pense qu'il faut sensibiliser et entraîner les chercheurs à se rapprocher des publics les plus éloignés, de façon à leur ouvrir l'accès à la culture, à la liberté de penser et de se forger une opinion, un libre arbitre. À quelques jours de la remise en place du Conseil national de culture scientifique, technique et industrielle par la ministre Frédérique Vidal, qui va s'adresser à nous tout à l'heure, cette rencontre, méthodiquement préparée, prend valeur d'engagement à aborder les sujets qui font débat dans notre société, en partageant les outils les plus utiles pour l'émancipation des esprits. Alors, utile et efficace au regard de la science, des progrès qu'on en attend, ou des drames qu'elle nous prépare, au regard des difficultés des uns et des autres à trouver la bonne distance, le bon ton pour aborder, nourrir, orienter, voire conclure, même provisoirement, ces débats. Utile et efficace au regard de l'exigence démocratique, de participation, de délibération, de compréhension, mais aussi au regard du plaisir d'apprendre et de l'émotion à partager, sans oublier la nécessité absolue de faire reconnaître la science comme un élément de développement national. Alors, comment apporter une politique publique claire sur ces sujets, alors que les scientifiques ont parfois du mal à partager leur savoir, à faire reconnaître leur démarche? Comment parler simplement de la science? Comment concevoir la diffusion la plus large de la culture scientifique, technique et industrielle? Alors c'est une des missions du Conseil national de culture scientifique, technique et industrielle que j'ai l'honneur de présider de nouveau, après une petite suspension d'un an et demi. Le rôle du Conseil, de ce Conseil, a été réaffirmé dans la loi Enseignement supérieur recherche de 2013, qui a aussi instauré l'obligation de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle dans les missions de service public des établissements d'enseignement supérieur. Je vois qu'il y a certains établissements qui s'en sont bien emparés. Et je compte proposer, dans le fonctionnement du Conseil, l'élargissement des pratiques à des personnes reconnues, expertes dans leur domaine, qui apporteront de manière permanente ou temporaire leur point de vue, leurs suggestions pour la mise en œuvre, voire l'actualisation, parce que la stratégie nationale a été publiée il y a un an et demi, et déjà, je m'aperçois qu'il y a des manques, je m'aperçois qu'il y a des dates de péremption sur certains sujets, et il est nécessaire d'actualiser la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle que nous avons rendue publique il y a maintenant un an et demi. C'est pas en séance plénière du Conseil qu'on travaille, donc je compte vraiment développer des commissions, des ateliers périphériques pour nourrir et faire remonter les expériences de terrain, les suggestions, permettre les confrontations et l'émulsion des bonnes pratiques. Alors il s'agit vraiment de répondre aux attentes de tous ceux qui se sont bien appropriés la stratégie, de faire remonter les bonnes pratiques, les initiatives, les expériences de terrain pour partager les constats, la vision, les objectifs d'évolution de l'enseignement et de l'éducation populaire. C'est vraiment une mission forte du Conseil. Et ça, nous devons le partager avec le plus grand nombre. Il s'agira aussi d'interpeller les responsables politiques, nationaux, régionaux, locaux, pour dialoguer avec eux, comme nous le ferons avec l'OPEX,
et avec les grands organismes de recherche. C'est un enjeu, et avec le cabinet de la ministre, des différents ministres. Et moi, je suis très contente que Jean-Michel Blanquer ait pris le temps de s'exprimer avec autant de précision, parce que les deux tutelles du Conseil national, c'est l'enseignement supérieur et la culture. Et je pense qu'il manque un lien plus fort avec l'éducation nationale, et je pense que la personnalité de Jean-Michel Blanquer, son histoire, que je connais bien pour l'avoir côtoyé à Cergy-Pontoise, nous permettra d'inscrire encore plus cette démarche au bénéfice des enfants qui seront les adultes de demain et les décideurs de demain. C'est un enjeu national d'élévation du niveau de compréhension, de compétences et d'autodétermination de l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas des petites parties de la société qui sont concernées par ce sujet. Je pense que c'est l'ensemble de la société. Il faut qu'on ait une vision extrêmement élargie. C'est un enjeu éminemment démocratique, c'est un enjeu politique de responsabilité. Alors la parole scientifique fascine, a toujours fasciné, mais la parole scientifique peut faire peur. Elle rencontre de plus en plus la défiance, l'animosité de ceux qui se croient mieux informés ou se réfugient dans des habitudes, des croyances, des idées reçues, et qui propagent souvent un doute suspicieux de manière virale, aidé par les réseaux sociaux. Alors il n'est pas rare que de grands noms de la science ou de la politique s'expriment pour cerner ce qui peut devenir une polémique systématique. En 2013, c'est Robert Badinter, Alain Juppé, Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement qui ont tiré la sonnette d'alarme, réclamant des garanties publiques des conditions de conduite de débats scientifiques, ouverts et contradictoires, non entravés par des minorités bruyantes. Et les minorités bruyantes, Antoine nous le rappelait tout à l'heure, elles sont maintenant aidées par les nouvelles technologies qui peuvent faire croire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'elles ne le sont en réalité. Lors du débat budgétaire 2018, ce sont des parlementaires qui ont appelé à plus de culture scientifique, affirmant la nécessité d'une politique publique forte et responsable. Alors, ce n'est pas les députés qui ont échappé à la présentation du CNRS il y a quelques années, vraisemblablement d'autres, mais bon, je plaide un peu pour mes anciens collègues. Je crois que beaucoup de parlementaires, quand même, sont intéressés par le dialogue avec les scientifiques. Ils ont beaucoup à en apprendre, j'en suis un exemple. Début 2018, c'est un collectif de 60 signataires qui a plaidé pour une culture scientifique à reconquérir. Et en juillet dernier, j'ai retrouvé la tribune du physicien Julien Bobov qui disait que scientifiques et médiateurs doivent collaborer pour réinventer la vulgarisation. Alors moi, personnellement, je n'aime pas trop le terme de vulgarisation, je préfère l'accessibilité de la culture, de la science. Mais son intervention, sa prise de parole est importante. Le risque, c'est que la nécessaire synthèse scientifique, en langage accessible, comme ma thèse en 180 secondes, devienne un vulgaire show formaté ou une simple performance réservée à des initiés, qui comprennent entre les mots et qui se projettent. Et qu'on ne sache plus si on est face à un outil de communication bluffant ou à une stimulation didactique essentielle à la curiosité. Donc il faut qu'on fasse attention à ce type de démarche. Alors ce reporting n'a rien d'exhaustif, mais il justifie, à mes yeux, l'élaboration et la validation d'un cadre scientifique identifié et reconnu et respecté par tous. Cet été, comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi avidement dans la rubrique Série de l'été du Monde les chroniques bien documentées, bien mieux documentées que 3 ou 4 ans en arrière, sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Ces narrations contrastent heureusement avec celles que nous lisons par ailleurs, qui, voulant vulgariser justement, diabolisent le sujet et le rendent anxiogène, fermant toute possibilité de dialogue et de compréhension. Les producteurs de savoir, les diffuseurs de savoir connaissent les difficultés à parler science, à évoquer les liens science-société sans faire du sensationnel, à accrocher l'intérêt des récepteurs les plus éloignés de la connaissance, sans faire de sensationnel, en révélant
la nécessité pour les uns pour les autres. Et alors, comme je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on soit capable de s'adresser à l'ensemble de la population, je pense qu'il faut qu'on ait aussi une capacité d'approche, de langage, un niveau de langue, qui soit adapté aux différents publics que nous voulons concerner pour les capter et continuer de les intéresser, même s'ils sont les plus éloignés de la connaissance, que vous appelez souvent les plus défavorisés, mais les personnes éloignées de la connaissance ne sont pas forcément défavorisées. Il y a aussi des gens qui sont très suffisants, qui pensent qu'ils savent tout et qui n'ont rien à apprendre des autres. Donc, moi je préfère dire les gens les plus fragiles et les plus éloignés de la connaissance. Connaissent aussi les difficultés à intéresser les politiques, donc qui pensent qu'être élu, ça doit garantir toutes les connaissances. Bon, tout à l'heure, j'ai plaidé pour mes collègues, mais j'en connais aussi qui pensent que, parce qu'ils ont été présidents d'université il y a 15 ans, maintenant ça fait 20 ans, puisque c'était en 2013, ils disaient qu'ils connaissaient tout et qu'il n'y avait rien à modifier. Bon, voilà. Et c'est vrai, il y a des parlementaires éminents. Vous avez aussi des politiques qui craignent de faire un état de leur ignorance, qui n'ont pas l'humilité ou qui n'ont pas l'assurance de dire oui, moi je ne sais pas ça, expliquez-moi donc, venez m'expliquer, que je comprenne. Moi, quelquefois, je me suis surprise à 3-4 fois pour comprendre. C'est comme ça que j'ai réussi à emporter à l'OPEX la réaction d'un rapport sur l'intelligence artificielle, parce qu'au début je ne comprenais rien, n'est-ce pas Antoine ? Et j'ai cherché à comprendre, et puis je me suis dit, si moi je peux faire cette démarche et en trouver un intérêt, eh bien il faut que l'ensemble de mes collègues puissent le faire aussi. Et l'OPEX ayant cette vocation-là, j'ai obtenu, avec beaucoup de difficultés, de faire ce rapport qui a marqué une date dans la connaissance des élus. Et j'ai plaisir à me rendre compte que Cédric Villani, qui a une expérience scientifique bien plus importante que la mienne, a pris acte de mon travail et l'a cité assez régulièrement en m'invitant à ses travaux. Parce que le sujet est central pour l'évolution démocratique de notre civilisation, pour notre capacité à développer les technologies nécessaires, donc pour relever les défis contemporains dans tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit dans l'environnement, dans la santé, dans l'alimentation, dans les énergies. Nous avons besoin des technologies. Et puis, nous avons besoin de les utiliser en réduisant les inconvénients et les risques inhérents, principe de précaution, vous connaissez tous les scientifiques, mais aussi en opérant des choix démocratiquement, courageusement, en transparence. Certaines dernières séquences de débat public peuvent faire craindre que nous ne puissions plus entendre librement des expertises, des expressions diverses, contraires à ce que certains voudraient être la pensée dominante. Non pas parce qu'ils auraient... Alors il faut que les scientifiques, les techniciens, les experts d'usage puissent s'exprimer et être écoutés. Et je reviens à l'affirmation de Michel Rocard et Badinter en 2013. Non pas parce qu'ils auraient la vérité, mais parce qu'ils peuvent éclairer le chemin, comme le demandait, le préconisait Jean-Michel Blanquer dans son intervention tout à l'heure. Tout le monde pense que le savoir scientifique et les progrès techniques sont dépendants des pouvoirs économiques et politiques. Et malheureusement, ce sont ces pouvoirs qui font l'objet aujourd'hui de réprobation et d'un rejet grandissant dans l'opinion publique. Il faut donc que l'indépendance de la parole scientifique soit crédible, parce que garantie par les pouvoirs publics. Et afin que les experts, formels ou informels, puissent donner aux responsables politiques et aux citoyens les éléments nécessaires à la prise de décision et au choix démocratique. Donc là, il y a une responsabilité politique très forte de garantir la liberté d'expression des scientifiques. Alors dites-moi comment. Je viens de le dire, l'État, les responsables politiques doivent garantir la liberté de la science et organiser le partage de la culture scientifique. La liberté de faire progresser le savoir. La liberté d'exercer la curiosité et la soif de connaître, qui sont les qualités de l'homme, qui devraient être les qualités de tout homme.
même déjà développée, hein, et pas simplement au Collège de France, quand on devient retraité, qu'on a du temps à y consacrer. Hein, c'est tout au long de la vie que nous devons être en capacité de développer ces qualités-là. Stanislas Dehaene décrit, qui est une chaire ici, il faut savoir, un laboratoire, décrit l'activité du cerveau essentiellement par sa curiosité et capacité d'apprendre. Le cerveau humain serait, selon lui, pour l'instant, plus puissant que le plus puissant des ordinateurs. Nous sommes l'espèce la mieux capable d'apprendre, a-t-il dit lundi matin sur France Inter. Alors il faut donc toujours faire travailler le cerveau, lui permettre de forger des hypothèses, de les conforter, d'expérimenter et de discuter. Donc entretenir la curiosité, l'effort de découvrir, le plaisir de comprendre, de se tromper, d'apprendre de ses erreurs devrait être, comme dans le deep learning, devrait être la mission de tous les chercheurs, de tous les enseignants, de tous les éducateurs, de tous les médiateurs. Il n'y a pas un qui devrait primer sur les autres. C'est un travail transversal entre chacun devenant compléter l'autre par ses compétences qui s'ajoutent à la compétence du premier. Un autre grand sachant proche de nous, qui s'est exprimé tout à l'heure, Cédric Villani, professe l'importance de la démarche, l'entraînement à la logique du raisonnement, l'art de la démonstration qui apprivoise le doute, vous savez, le doute, le bon, celui qui guide la recherche et l'exigence de vérité. Alors, on ne se refait pas, j'ai relu les gens avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant, et Thierry Mandon, que j'ai relu, a lui rappelé que l'idée de progrès est profondément politique, et qu'il était temps d'entrer dans un idéal de la maîtrise intelligente du progrès, de l'idéal du progrès choisi et décidé. Cette décision appartient aux citoyens et aux responsables politiques qu'ils se choisissent et qu'il convient d'éclairer. Et ça, c'est le rôle des scientifiques et des pédagogues. La continuité de la pensée politique semble se vérifier dans ce domaine. L'intervention de Jean-Michel Blanquer en témoigne. Je pense que l'intervention de Frédéric Dugal tout à l'heure en témoignera aussi. Il s'agit encore aujourd'hui toujours de garantir et d'accroître la liberté de la recherche, de rapprocher le grand public de la recherche, de favoriser, d'organiser une diffusion des résultats de la recherche le plus large possible, de faciliter l'accès à la recherche, y compris de ceux qui n'en sont pas les professionnels, comme le préconise François Ollier dans son rapport sur les sciences participatives, et que vous avez rappelé tout à l'heure, Héloïse Dufour, faire accéder à des projets scientifiques le plus grand nombre de citoyens, y compris les enfants, réduire la distance entre les chercheurs et les citoyens, et encourager la participation du plus grand nombre avec la reconnaissance et l'incidence dans la carrière des scientifiques. Il m'est apparu quand même dans les discussions que j'ai eues avec certains, et puis aussi dans la discussion sur le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur, qu'il pourrait y avoir des séquences dans la vie d'un enseignant-chercheur. Une séquence d'affirmation de sa discipline, dans sa discipline, de recherche, de publication, tout ça. Une séquence d'enseignement. Et puis une séquence de transmission. Ce que fait à merveille Cédric Villani. Alors tous les chercheurs n'ont pas le talent de Cédric Villani, mais après une vingtaine d'expériences et d'années d'expérience et de contact avec des étudiants exigeants, dans un dialogue permanent, il me semble que ces qualités de communicants, ces qualités de transmetteurs peuvent être mis au bénéfice de la culture scientifique et technique industrielle à partager. Il faut rendre la démarche scientifique accessible, renforcer la confiance dans les passeurs de savoir, dans les médiateurs. Il ne va pas y avoir de hiérarchie, me semble-t-il, dans la considération des uns et des autres, et surtout, et j'étais très contente d'entendre Jean-Michel Blanquer, former les enseignants, les animateurs à faire face aux enfants qui mettent en cause les résultats de la science. Voilà qui devrait permettre à la science de tenir pleinement son rôle dans l'évolution de la société et dans la construction du libre arbitre de nos concitoyens. Les ambitions affichées par le collectif #le plus important, organisateur de ce colloque, rencontrent ces enjeux à poursuivre pour faire vivre la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
La constitution du groupe est une preuve d'interdisciplinarité, une garantie de cette transdisciplinarité, facteur de nouvelles pratiques plus horizontales et moins hiérarchiques. La générosité de la cause, affirmée, hautement citoyenne, de permettre à chacun de prendre sa place et de construire son avenir dans notre société, en pleine mutation, s'inscrit dans la volonté politique, affirmée par le président de la République, de construire une société réellement inclusive, à même de prévenir, de préserver les plus fragiles de l'insécurité économique, de l'insécurité culturelle et de l'insécurité citoyenne. Les ateliers qui vont suivre permettront d'affirmer les engagements au service des publics que vous avez ciblés et qui sont ceux ciblés aussi par la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle, et de se mettre en mouvement avec la volonté de gagner encore des partenaires à cette noble cause qui nous rassemble. Et comme l'a dit Antoine Petit, pour une cause qui est essentiellement celle de la France. Les différentes interventions ont bien démontré le côté vital de la science et la nécessité de convaincre le plus de décideurs possible. Alors, on va se mettre au travail.